Tout d'abord, nous commencerons par vous introduire la notion au fascisme ainsi qu'un contexte historique. Nous évoquerons ensuite notre problématique, puis nous analyserons deux sources écrites ainsi qu'une source iconographique, et nous finirons par une conclusion en répondant à notre problématique. Tout d'abord, de par sa définition, le fascisme est un système politique nationaliste et totalitaire que Mussolini établit en 1922. En effet, le fascisme est un mouvement d'extrême droite révolutionnaire qui s'oppose frontalement à la démocratie parlementaire ainsi qu'au libéralisme traditionnel et remet en cause l'individualisme. Dans les circonstances historiques et économiques de l'après-Première Guerre mondiale, le fascisme a alors trouvé le contexte qui lui a permis d'accéder au pouvoir, d'abord en Italie, puis sous une variante accentuée en Allemagne dans les années 1930 avec le nazisme hitlérien. Au sens strict, le fascisme s'oppose à la période mussolinienne de l'histoire italienne et au sens large à un système politique aux caractéristiques inspirées par l'exemple italien et allemand mais qui a pris des aspects différents selon les pays. Le fascisme est anticommuniste et antidémocratique, il se base sur la violence et le racisme. Ainsi, le slogan Tout pour l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État résume cette idéologie. Avant de vous introduire le contexte historique, nous allons citer quelques faits importants sur Mussolini. Il faut savoir que selon lui, les communistes sont une menace. Il est prêt à tout pour sa patrie, il rêve d'un homme nouveau, c'est un homme totalitaire et autoritaire, et l'Italie doit retrouver sa grandeur. En 1920, après sa défaite, l'Allemagne se retrouve très endettée face à la demande de remboursement du traité de Versailles. L'Empire allemand se retrouve seul. Famine, amplification de la crise économique, montée des extrémistes, guerre et tensions internationales, c'est l'avant-guerre. En 1933, Adolf Hitler devient chancelier du Reich et met en place un régime autoritaire qui va changer toute l'Europe. Cette mobilisation économique et sociale du Troisième Reich place l'Allemagne au second rang des puissances industrielles. De l'autre côté, l'Italie s'est engagée tardivement dans la Première Guerre mondiale, aux côtés des Alliés, la France, le Royaume-Uni et la Russie, mais on a subi de lourdes conséquences telles l'augmentation du chômage, la multiplication par 4 des prix et la production agricole qui ne suffit plus à nourrir le pays. Cependant, le conflit aura permis un développement de l'industrie italienne de 20%. Suite à cela, la Grande Guerre laisse l'Italie dans une crise profonde. Aux pertes de la guerre et aux insatisfactions engendrées par les traités de paix s'ajoute une crise sociale et politique. Le pays est endetté et victime de l'inflation. Le chômage sévit dans les villes et les campagnes. Benito Mussolini, né en 1883 dans une famille italienne modeste, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien qui va user de ces facteurs pour accéder au pouvoir et assurer le succès d'une idéologie nouvelle, le fascisme. Il faut savoir que Mussolini rêve d'un homme nouveau qui se consacre à sa nation et ne s'intéresse pas à ses propres besoins individuels. Il ne s'attache pas aux biens matériels et est prêt à se sacrifier pour son pays. Le 23 mars 1919, Mussolini fonde les Faisceaux italiens de combat. Ces groupes paramilitaires qui regroupent les chômeurs et anciens combattants sont transformés en 1921 en parti national fasciste. Mussolini est à la tête de ce mouvement de masse et bénéficie de l'indulgence des forces conservatrices, ce qui lui permet de parvenir au pouvoir avec une rapidité surprenante. Plus de 720 000 membres font partie des faisceaux. Le 28 octobre 1922, Mussolini organise une manifestation de force, la Marche sur Rome, de milliers de fascistes. Fin de cette même année, le roi Victor Emmanuel III craint qu'une guerre civile éclate en Italie suite à toutes les grèves et révolutions du peuple italien. Ainsi, il demande à Mussolini de reprendre le pouvoir et de former un nouveau gouvernement. Il appliquera ses idées et commencera par détruire la démocratie italienne. Il instaure un contrôle sur la presse, interdit les grèves, crée une police secrète OVRA qui pourchasse les opposants au régime. Il met en place l'Institut des Luce qui organise la propagande de l'État, ainsi qu'une politique expansionniste sur le pourtour adriatique et de la Corne de l'Afrique. Mussolini fait aussi emprisonner ou assassiner les opposants politiques. En même temps, la politique économique qu'il mène renforce surtout le pouvoir des plus riches. En 1923, la durée du travail est de 40 heures par semaine.
Et en 1927, un programme de santé publique est instauré, mais en même temps, il met en place une charge de travail qui fait baisser certains salaires jusqu'à moins 20%. Dans son premier gouvernement, les fascistes sont minoritaires et les élections de 1924 ne lui sont pas totalement favorables, donc il faut frapper plus fort. Mussolini prend alors prétexte de l'assassinat du député Matteotti et de l'indignation provoquée par cet acte pour déclarer son régime menacé et instaurer une véritable dictature. Entre 1925 et 1926, les lois dites fascisticisme sont votées. C'est le début d'un régime totalitaire. Suite à sa montée de pouvoir, Mussolini obtient le soutien de l'Allemagne nazie en octobre 1935 lorsqu'il se lance dans la conquête de l'Éthiopie. Avec Hitler, Mussolini apporte un soutien militaire à Franco pendant la guerre d'Espagne et signe l'axe Rome-Berlin. Plus tard, l'Italie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie. En 1945, les Alliés remportent la Seconde Guerre mondiale. Mussolini est finalement exécuté le 28 avril 1945 et Hitler mourra 2 jours plus tard. Comme vu précédemment, ce nouveau régime a engendré d'importants changements au sein du peuple italien. C'est pourquoi nous nous demandons quels ont été les impacts du modèle fasciste sur la situation politique et économique en Italie de 1930 à 1939. Passons maintenant à l'analyse de sources. La première source est une définition donnée par Mussolini d'un discours au Sénat en 1926. Mussolini nous déclare qu'il n'y a pas de démocratie qui vaille. Les fascistes veulent impérativement mettre l'État au centre du système. Mussolini est autoritaire et impose sa dictature. Il n'écoute que lui et personne n'a le droit de donner son avis. Il déclare que les entreprises privées sont les plus efficaces, ce qui lui permet de continuer à recevoir le soutien des riches industriels. Mussolini est le centre du système. Le Duce a toujours raison. Dans le dernier paragraphe, Mussolini nous dit que l'idée d'une paix perpétuelle n'est pas utile. Il préfère largement faire la guerre s'il le faut et annonce que chaque citoyen qui y participe est noble et courageux car il sert son pays. Il n'a aucune pitié et est prêt à tout pour son pays. Notre deuxième source est une carte datant de 1938 qui nous montre que l'autoritarisme domine l'Europe. Tout d'abord, on remarque sur cette carte les pays démocratiques qui sont gentiment soumis à des régimes autoritaires. L'Italie n'est pas un petit îlot exceptionnel au cœur de l'Europe. On voit clairement qu'il y a beaucoup de régimes politiques qui virent progressivement du côté de l'autoritarisme, comme l'entièreté de l'Allemagne ou encore l'URSS. De manière générale, on observe que l'Italie suit une grande tendance au niveau européen, celle de la remise en question des démocraties qui n'apportent soi-disant pas assez de bénéfices pour que le peuple se porte bien. Par conséquent, une réponse aux craintes des personnes qui sont au chômage, qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, est de se rallier à des partis de droite, voire d'extrême droite, qui leur promettent de redresser le pays. Ensuite, le régime fasciste ne va pas s'étendre plus ou que très peu. L'Italie, elle, a assez peu ce désir d'expansion, contrairement à l'Allemagne qui veut grandir car son territoire n'est pas assez grand pour la pureté de cette race et le nombre de ses habitants. Donc ils ont vraiment ce besoin de conquérir le côté est pour avoir plus de Lebensraum, ce besoin de territoire vital. Tous les pays se trouvant à l'intérieur des zones délimitées en brun sont soumis à des régimes autoritaires qui ont un nom spécifique suivant leur pays, comme en Allemagne le nazisme, en Italie le fascisme ou en Russie le stalinisme. Finalement, l'Europe centrale et de l'Est plonge dans un système clairement autoritaire avec l'adhésion des peuples. Le but est d'éloigner l'étranger et d'assurer un emploi, que ce soit aux ouvriers ou aux bourgeois, et des conditions de vie décentes. Ceci est une promesse que la plupart des leaders mettent en avant. Mais après cela se disloque car à un moment donné, la personne qui va dominer ce système ne peut pas décider de tout. Elle aura une situation économique, sociale, politique qui est telle qui fait qu'il ne peut pas non plus faire des miracles et ça va gentiment ébranler la confiance du peuple en leur leader. Mais il faut pas mal d'années pour oser remettre en question le régime qui avait été instauré. Notre dernière source est la Charte du travail en 1927. La Charte du travail a été adoptée par le Grand Conseil fasciste le 21 avril 1927 et est publiée au journal officiel italien le 30 avril. Ce n'est pas une loi, mais un document qui détermine les principes que les pays fascistes doivent mettre en œuvre, notamment en inscrivant spécifiquement
ses principes dans la loi. Pour les partisans du régime, elle a remplacé la Déclaration des droits de l'homme en 1789 comme fondement de l'organisation politique moderne. Le principe fondamental est celui de l'unité de l'État, qui impose une coopération entre employeurs et travailleurs, ce qui va à l'encontre de la lutte des classes mandatée par les États libres et promue par la doctrine socialiste. L'organisation sociale définie par les statuts repose sur la création d'entreprises par secteur d'activité et sur les conventions collectives de travail. Le système doit prévenir les conflits et améliorer la production en subordonnant les intérêts spécifiques aux intérêts généraux de l'État garant, étant entendu que ces intérêts généraux sont déterminés par les partis fascistes et ne peuvent faire l'objet d'une consultation démocratique. La charte, cependant, ouvre la voie à un certain nombre d'avancées sociales: congés payés, assurance maladie et maternité, indemnisation en cas de chômage, etc. Nous allons donc mettre en évidence 4 lois et les expliquer. Dans la première, Mussolini veut une nouvelle Italie, une Italie unie, puissante et neuve. Son but est d'encadrer la société afin d'assurer un avenir riche et puissant. Il dit ici que l'Italie ne fait qu'un et le but est d'être la plus puissante possible. Il nous fait comprendre que l'État fasciste est plus fort que l'État libéral pour la simple et bonne raison qu'il part du pluralisme social, mais contrairement à l'État libéral, il veut démontrer qu'il est capable d'unifier et d'intégrer les forces sociales dans une unité plus organique que l'État. Le Premier ministre et le gouvernement même sont là pour garantir l'harmonie entre le parti et l'État, entre les corporations et l'État. La complexité des intérêts sociaux et le pluralisme politique sont de nouveau et par voie d'autorité unifiés au cœur de l'État. Le fascisme incarne donc un nouveau sentiment de l'État. La métaphore corporatiste est l'élément principal de nouveauté, une synthèse de valeurs éthiques, une nouvelle unité morale, politique et économique qui se réalise intégralement dans l'État fasciste. Pour la deuxième, Mussolini fait comprendre au peuple qu'il faut travailler pour le pays car c'est un devoir envers la nation. Les efforts qu'ils feront au travail seront comme récompensés car ils aideront au développement du pays et ainsi à devenir plus puissant. L'Italie est une nation unie, ils sont tous ensemble et assurent le bon fonctionnement du pays. Avec une Italie puissante et riche, le peuple est heureux, donc tout le monde trouve son compte. Mussolini place dans un premier temps le bien-être des individus, mais il est clair que le développement de la puissance italienne est primordial et passe avant le bien-être des individus. Par rapport à notre problématique, on voit que dorénavant, avec le fascisme, tout dépend de l'État et notamment le travail. Il privilégie le développement du domaine public, comme par exemple celui des entreprises. Pour la 15e, Mussolini essaye ici d'avoir le peuple dans la poche. Il veut des travailleurs pour faire fonctionner son pays, donc il faut les motiver. En effet, il promet aux travailleurs repos et congés en cas de fête, ce qui bien évidemment attire les travailleurs. Mussolini veut motiver les troupes et il sait comment faire. Tout travailleur cherche le repos et Mussolini en promet, c'est donc une bonne affaire. Le peuple se dit que Mussolini pense à eux, il est donc de leur côté et pour Mussolini les affaires tournent. En revanche, on voit à la fin, l'horaire de travail doit être scrupuleusement et intensément respecté par le travailleur. Malgré les repos accordés, il faut travailler. Les heures sont fixes et les travailleurs doivent les respecter car comme dit le dicton, le temps c'est de l'argent. Par rapport à notre problématique, nous voyons ici que le travailleur dépend de l'État, mais également que nous ne pouvons plus faire comme avant, comme lorsque tout était privé car tout est devenu public. L'État contrôle tout, donc il est obligé de mettre des congés, ce qui est beaucoup mieux pour les citoyens. C'est donc ce qui a fait que Mussolini était apprécié par le peuple à cette époque, car le peuple ne voulait plus ce système libéral où les bourgeois pouvaient faire ce qu'ils voulaient. À travers cette 27e loi, Mussolini propose d'importantes améliorations qui se trouvent être bénéfiques au peuple. Encore une fois, il veut motiver les troupes afin d'avoir le maximum de travailleurs possible. Mais pas seulement. Il cherche aussi à préparer les jeunes, comme on le voit au point 5. Mussolini veut encadrer la société et assurer un consensus maximum, fasciser la jeunesse afin d'assurer l'avenir et former un homme nouveau. Voici les grands buts de l'État fasciste, car assurer son encadrement afin d'accélérer sa fascisation permet au peuple de concourir à son avenir politique et à sa stabilité en s'assurant de nouvelles générations. Nous remarquons ici que les impacts économiques ainsi que politiques sont positifs, car Mussolini propose de nombreuses améliorations en faveur du peuple. Afin de mettre un terme à ce sujet, nous allons répondre à notre problématique de départ, tout en résumant les points clés de l'histoire du fascisme. Rappelons que lorsque Mussolini a pris le pouvoir en 1922, l'Italie est passée d'un régime démocratique à un régime
dictatorial. Ce nouveau système a engendré d'importants changements pour le peuple italien. En effet, à la fin de cette période, le pays est en exsangue, il est à reconstruire sur les plans politiques, économiques et moraux. Les conséquences à court terme sont importantes. L'abdication officielle de Victor Emmanuel III ne permet pas de donner une nouvelle virginité politique à la couronne, jugée trop compromise avec le fascisme. Le désir de rompre avec le passé fasciste se concrétise aussi dans la Constitution de 1947 qui affirme les grandes libertés que le fascisme avait niées, telles l'inviolabilité de la personne, liberté de vote, de circulation religieuse, d'association et de conscience. En effet, le peuple n'a désormais plus le choix de se soumettre au gouvernement. Le but ultime de Mussolini est de retrouver la grande et puissante Italie comme elle l'était à l'époque de Jules César. Suite à ce changement brutal, il y a eu de gros impacts au niveau de la situation économique et politique du pays. Au niveau économique, il y a eu quelques succès comme une monnaie forte, de grands travaux et des conquêtes de nouvelles terres. En revanche, il y a eu des désavantages comme la persistance du chômage et de la misère, surtout après 1930, mais aussi la conquête de l'Éthiopie qui a aggravé les difficultés économiques. Dans le même temps, la surévaluation de la lire a entraîné une baisse des prix, compensée par une baisse des salaires et conduisant ainsi à une baisse du pouvoir d'achat. Au niveau politique, le fascisme assure en apparence la cohésion sociale. La classe dirigeante perd ses privilèges sociaux mais renforce sa domination économique. La petite bourgeoisie a des compensations politiques. Toutefois, la classe ouvrière voit son sort légèrement amélioré par la protection sociale, mais la paysannerie est sacrifiée. Effectivement, Mussolini n'a pas tout à fait respecté ses promesses, car il a favorisé le développement de l'économie au bien vivre des citoyens. C'est pourquoi ces derniers, n'étant que peu satisfaits des actes de Mussolini, finirent par se révolter contre lui. Finalement, le régime fasciste n'a pas porté tous ses fruits comme l'espérait Mussolini et le peuple italien. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à notre présentation. Et voici notre bibliographie.